Il est 20 heures, ravi de vous retrouver sur Burkina Info pour le journal. L'actualité en titre. La justice troisième pouvoir au Burkina peut désormais se dire indépendante. La séparation a été matérialisée au dernier Conseil supérieur de la magistrature. Les raisons dans ce journal. En début de semaine, Guillaume Soro, supposé impliqué dans l'affaire d'écoute téléphonique, s'était prononcé en indiquant remettre le dossier aux mains du président Alassane Ouattara. Une réponse pleine d'ambiguïté selon certains députés du Conseil national de la transition. Le point dans ce journal. Les fêtes de fin d'année avancent à grands pas et à quelques jours de Noël, les tailleurs plus que jamais débordés font du contre à la montre. Bienvenue aux 20 heures de Burkina Info. Désormais, les magistrats pourront délibérer sans être inquiétés d'une immixtion quelconque du pouvoir exécutif. Comme innovation dans le monde judiciaire, aucun magistrat ne pourra se présenter à un poste législatif. C'est entre autres la conclusion du dernier Conseil supérieur de la magistrature. Le point avec Ibrahim Zongo. Longtemps réclamé par le monde judiciaire burkinabé et particulièrement les magistrats, la déconnexion entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire est désormais effective au crépuscule de la transition politique. Les prémices de cette indépendance ont été visibles avec le dernier Conseil supérieur de la magistrature, présidé lundi dernier par la présidente de la Cour de cassation. Au terme de ce Conseil supérieur de la magistrature, le président de la transition Michel Kafando a rencontré dans la salle polyvalente de la présidente du Faso les membres du Conseil supérieur de la magistrature en fin d'après-midi du vendredi 18 décembre 2015 pour les encourager. Occasion faisant, la présidente du Conseil supérieur de la magistrature, Thérèse Traoré, a dans son allocution relevé les actions fortes de la transition pour rendre effective l'indépendance de la justice. Il faut noter que cette déconnexion entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire intervient à la suite de la révision constitutionnelle du 10 novembre 2015 qui consacre formellement la séparation du pouvoir judiciaire et du pouvoir exécutif. Révision constitutionnelle saluée par l'intersyndicale de la magistrature au regard des innovations irrélatives. De ces innovations, l'on retient l'évaluation des magistrats par leur supérieur hiérarchique immédiat, la désignation des chefs de juridiction par le Conseil supérieur de la magistrature sur appel à candidature avec des critères bien définis pour chaque profil, la nécessité de motiver désormais par écrit toute affectation pour nécessité de service, l'impossibilité pour tout magistrat de faire désormais plus de 5 ans au même poste et au sein de la même juridiction, l'impossibilité pour le magistrat, même en disponibilité, de faire de la politique, et la création d'un secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature, entre autres. Satisfait de ces réformes, l'intersyndicale des magistrats par la voix de son porte-parole a déclaré au président de la transition: Les magistrats saluent votre patriotisme, votre sens du devoir, votre courage dans le difficile exercice de la transition avec toutes les péripéties vécues. Quand tout sera peut-être oublié de la transition, les réformes de la justice par leur taille devront rappeler que vous n'avez pas dormi. Le constat est clair et sans équivoque. 5 chefs d'inculpation pèsent contre Damis Ouedraogo de l'Observateur Palga et Caroline Yoda de la télévision BF1. Séjournant depuis quelque temps, ils sont poursuivis pour complicité d'atteinte à la sûreté de l'État, complicité de destruction aggravée de biens, complicité de meurtre, complicité de coups et blessures volontaires et association de malfaiteurs. C'est le constat fait par les organisations professionnels des médias. Le point avec Ibrahim Zongo. La nouvelle apparue en début de semaine dernière. 2 journalistes burkinabés ont été auditionnés et incarcérés dans le cadre de l'enquête sur le coup d'État de septembre dernier. Il s'agit de Yoda Caroline, journaliste reporter d'images et présentatrice du journal à la chaîne de télévision BF1. Le second est Adama Ouedraogo dit Damis, journaliste au quotidien L'Observateur Palga et chef du desk politique de cet organe. Constat fait de cette information, les organisations professionnelles de médias se sont réunies le mercredi 16 décembre 2015 au Centre national de presse Norbert Zongo pour échanger autour de la question. Elles ont alors décidé de dépêcher une délégation auprès du tribunal militaire pour mieux comprendre ce qui est reproché à leurs membres.
Si au début, les rumeurs sur la toile avançaient comme raison la couverture d'une activité du Congrès pour la démocratie et le progrès pendant le coup d'état militaire par Caroline Yoda, cela n'est en aucun cas la raison après la démarche des associations professionnelles de médias. Il ressort de cette visite d'information que les 2 journalistes burkinabés ont été inculpés et détenus à la maison d'arrêt et de correction de l'armée pour 5 chefs d'accusation. Ils sont notamment inculpés pour complicité d'atteinte à la sûreté de l'État, complicité de destruction aggravée de biens, complicité de meurtre, complicité de coups et blessures volontaires et association de malfaiteurs. Au regard de la gravité des chefs d'inculpation, les organisations professionnelles des médias ont décidé d'entreprendre des démarches, notamment se rendre à la maison d'arrêt et de correction de l'armée et de rencontrer les avocats des confrères. Cette initiative, selon elles, procède de leur attachement à l'état de droit ainsi que de leur confiance en la justice. En tout état de cause, les organisations professionnelles des médias ont émis le souhait de voir le cas de leurs confrères traité dans le respect des procédures du droit. Parlons des supposées écoutes téléphoniques entre Guillaume Soro et le général Djibril Bassolé. Certains députés du CNT qualifient sa réponse d'ambiguë, vu qu'au début de la semaine, il avait indiqué confier le dossier au président Alassane Ouattara. Hassan Akro. Enfin, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, s'est prononcé sur l'épineuse question d'écoute téléphonique qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, tant sur le plan national qu'international. Une réponse diversement commentée par les députés du Conseil national de la transition. Pour Aziz Sana, député au CNT, cette réponse de Guillaume Soro reflète l'image d'une prise de conscience, mais aussi d'un regret. C'est que Guillaume Soro a reconnu que tout ce qu'on a dit sur lui l'a beaucoup affecté. Ça, c'est d'abord une prise de conscience. La deuxième chose, il a reconnu, ou il a dit, qu'il avait un amour pour le Burkina Faso. Vous savez très bien que Guillaume Soro il a pour deuxième pays le Burkina Faso, puisqu'il a vécu ici longtemps. Et ce sont ces 2 choses-là que je retiens. Autre député, autre réaction, Yaya Karambiri, lui, estime que explicitement, Guillaume Soro semble ne pas reconnaître les faits. Effectivement, on a tous suivi par la presse la réponse que Soro Guillaume a donnée lors de la clôture de la 2e session de l'Assemblée nationale ivoirienne. Il a effectivement, dans un discours diplomatique, estimé que c'est le président Ouattara qui, au terme de plusieurs rencontres avec lui, notamment à Paris et à Abidjan, a décidé de prendre en charge le dossier et qu'il allait rentrer effectivement en discussion avec les autorités nouvellement élues pour voir dans quelle mesure le dossier pourrait être traité. Ce qu'on retient, c'est que explicitement, Soro Guillaume ne reconnaît pas effectivement son implication dans ces différentes écoutes téléphoniques-là. Mais tacitement, lorsqu'on fait une double lecture, on se rend à l'évidence qu'il reconnaît ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il reconnaît qu'il y a un problème et qu'il laisse le soin à son aîné, le président Alassane Ouattara, de rentrer en discussion avec les autorités burkinabées pour pouvoir effectivement procéder à une résolution de cette crise-là. Et au député Aboubakar Balima de conclure qu'il appartient au nouveau gouvernement de statuer définitivement sur cette question. Vous et nous, vous constatez que nous avons en fait appris cette nouvelle sur les réseaux sociaux et nous pensons que les autorités compétentes qui vont prendre en fait la relève de la transition vont voir en fait cette question. Et en plus, pour ajouter, vous saviez bien que le président de l'Assemblée ivoirienne n'a pas été aussi clair sur cette question. C'est un peu ambigu. Il faut noter que la réponse à ces écoutes téléphoniques entre Guillaume Soro et Djibril Bassolé a été donnée lors de la clôture de la 2e session ordinaire de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire le 18 décembre dernier. Autre sujet dans cette édition, ils sont nombreux les Burkinabés qui ont été rapatriés de pays africains. Mais dernièrement, l'État burkinabé a brillé par son absence dans l'accueil des migrants de la Libye. Un constat avec Joël Zondi. On assiste de plus en plus au retour des migrants burkinabés. Gabon, Guinée, Libye. De ces 3 pays sont rentrés près d'un millier de nos compatriotes. Si la présence de l'État burkinabé a été fort remarquable en juin dernier, à l'arrivée des migrants en provenance du Gabon, l'État burkinabé s'est progressivement fait discret, abandonnant des Burkinabés en détresse aux bons soins des structures internationales
comme l'Organisation internationale pour les migrants OIM. Ces structures organisent et coordonnent alors le retour de ces Burkinabés. Nous travaillons à Tripoli en étroite collaboration avec l'ambassade pour effectuer les laissez-passer et les enregistrements nécessaires. Tout cas particulier de migrants qui ont une vulnérabilité, telle que des femmes enceintes, sont identifiés en ce moment, ou les cas médicaux. Le bureau du Burkina est informé sous la coordination du bureau régional de Dakar et nous intervenons dans la logistique pour affréter un avion en vue que le mouvement se fasse dans des conditions de sécurité. Nous allons d'abord les aider pour rentrer dans leur village d'origine. C'est un mouvement secondaire de retour, c'est-à-dire que ce n'est pas Ouaga qui est la destination finale pour beaucoup d'entre eux. Même pour la réinsertion de ces migrants dans la vie sociale, c'est encore l'OIM qui est en première ligne. Nous allons prendre contact avec eux pour élaborer un business plan et les appuyer pour la mise en œuvre d'une activité génératrice de revenus. C'est un moyen pour nous de nous assurer que ces personnes ne vont plus faire l'objet d'une migration irrégulière. Le secrétariat permanent des Burkinabés de l'extérieur, lui, se contente de sensibilisation. Nous travaillons à sensibiliser justement la jeunesse et également lors de nos missions consulaires et bien sûr à l'étranger également, nous sensibilisons justement nos compatriotes qui sont à l'étranger pour qu'il y ait en tout cas moins de flux migratoires. Le ministère en charge de l'action sociale et de la solidarité nationale, dont l'une des missions est d'assister tout Burkinabé, brille par son absence dans l'assistance, l'aide et le soutien à ces migrants. En tous les cas, pour les dernières arrivées. Et d'aucuns de croire qu'il y a comme une forme de discrimination dans l'accueil de ces migrants burkinabés. Parlons à présent de la reconnaissance de l'État envers les citoyens. Grande croix de l'ordre du mérite national, l'une des plus hautes distinctions du Burkina, a été remise à l'adjudant-chef major à la retraite, Rohiré Guigui, un des fondateurs de la fanfare militaire de Bobo-Dioulasso. Le point avec Josias Tabiré. Nous vous faisons grande croix de l'ordre du mérite burkinabé. L'adjudant-chef major à la retraite, Rohiré Guigui, était l'ancien tambour-major de la fanfare militaire de Bobo-Dioulasso. Du haut de ses 80 ans révolus, cet homme a donné le meilleur de lui-même à l'armée, à son entourage, voire à la nation tout entière. En ce jour du 19 décembre 2015, les autorités burkinabées l'ont enfin élevé à la grande croix de l'ordre de mérite, avec à sa gauche le retraité adjudant Gounéi Baro, fait commander de l'ordre du mérite. J'ai l'honneur d'accrocher la médaille de Grande Croix du mérite burkinabé au major Guigui. Et c'est un honneur pour nous et je pense qu'il le mérite. Du temps des années-lumière où il avait encore la force nécessaire pour servir l'armée et à travers elle son pays, l'homme a su se faire une image avec son rôle de tambour-major qui jouait avec dextérité. À l'époque, ça faisait la fierté de tout le monde. Quand le vieux est devant la fanfare, il jette son bâton. Donc, il a beaucoup contribué, non seulement dans ça, et pour la ville de Bobo. Cette décoration qui vient inscrire Rohiré Guigui dans les panthéons des grands serviteurs de la nation burkinabé a été accueillie par la famille comme un soulagement car il fait partie des pères fondateurs de la fanfare militaire de Bobo-Dioulasso. Il est le fondateur de la musique même militaire. Il fut l'un des fondateurs de la musique militaire. Parce que le vieux, il a été recruté, je pense, en 1956 ou chose. Bon, je ne me rappelle pas exactement de la date. C'était pour la guerre en Indochine. Sincèrement, c'est des sentiments de satisfaction, de fierté, d'honneur pour cet octogénaire. Le commandant d'armes de la place, représentant le gouverneur de la région de Haut-Bassin, qui l'a apporté la médaille, a souhaité que l'exemplarité de ce sous-officier au service de l'armée burkinabé soit un modèle pour les jeunes gens qui arrivent aujourd'hui dans le métier d'armes. Adjudant-chef-major Rohiré Guigui a été recruté pour la guerre d'Indonésie avant d'être ramené à Abidjan en Côte d'Ivoire. Rentré au pays, il a servi l'armée de Haute-Volta et puis du Burkina Faso avec loyauté avant d'être admis à la retraite bien méritante.
Parlant de distinction, 24 agents du ministère de l'économie numérique et des postes ont été décorés hier. Loin d'être une reconnaissance du travail abattu, c'est une invite à garder le cap selon les récipiendaires. L'Iradan Philippe Ada. Après le labeur, la reconnaissance et la récompense, c'est du moins le sens de cette cérémonie de décoration où des agents du ministère en charge des postes et de l'économie numérique ont vu leur mérite reconnu par la nation. Vous savez que cette année de transition a été assez éprouvante pour tous les agents, pour les membres du gouvernement, mais aussi donc pour tous les agents de l'administration publique. Et pour nous, il nous a paru important, essentiel donc, de décorer donc ces méritants pour qu'ils donnent également l'exemple. Nous avons fait beaucoup de choses donc, au cours de cette année et je pense que le mérite donc le revient pour avoir accepté donc de m'appuyer dans ce que je faisais. Au total, 24 agents ont été décorés dans l'ordre national, dont 2 officiers et 22 chevaliers avec agrafe, poste et télécommunications. Je suis heureux de cette reconnaissance. C'est preuve que le travail qu'on fait n'est pas méconnu par nos supérieurs. Je prends cette distinction comme une invite à plus d'ardeur au travail parce que, comme on le dit, seul le travail paye. C'est un travail de groupe. Voilà, et c'est moi qui me retrouve récompensé. Donc je dédie cette médaille à tous mes collègues de service. Ces différentes distinctions sonnent comme une invite à faire plus ou du moins à mieux travailler pour relever les défis de la nation entière. Ça m'invite à redoubler plus d'efforts parce que dès cet instant que j'ai été décoré, ça veut dire que je ne dois pas descendre en deçà de ce que j'ai pu atteindre comme niveau déjà. Ça m'invite beaucoup à redoubler de beaucoup plus d'efforts pour pouvoir maintenir le challenge. Maintenir le challenge, c'est justement ce qu'attend le ministère de l'économie numérique, dont les défis ou du moins les perspectives sont ici ébauchées. Je pense plus spécialement à l'aboutissement du projet de création de l'École nationale des postes et télécommunications, la réalisation du réseau fibre optique, Ouaga-Manga-Po et la bretelle Manga-Pôle de croissance de Bagré, la création du technopôle et l'aboutissement du projet Backbone national. Le ministère des Postes et de l'économie numérique est chargé de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de postes et de technologies de l'information et de la communication, avec pour défi majeur la vulgarisation des TIC sur l'étendue du territoire national. Parlons de travaux publics avec de grands édifices qui font la fierté des Burkinabés. Réceptionnés il y a de cela quelques années, les échangeurs de la ville de Ouagadougou, à bien des endroits, sont plus que dégradés. C'est le constat fait par notre reporter Samba Kassile Traoré. Effondrement des parois de support, dégradation des voies, tel est l'état actuel des échangeurs de la ville de Ouagadougou. État qui ne fait pas du tout la joie des usagers. On remarque qu'il y a des parois qui se dégradent, ça se décolle. En tout cas, je pense que ça se dégrade au fur et à mesure depuis que c'est construit. On constate que l'échangeur qui est là actuellement est en train de se dégrader. Et pour un échangeur qu'on vient de construire il n'y a pas longtemps, je pense que vraiment c'est inquiétant de voir qu'un échangeur qu'on vient de construire actuellement se dégrade. Les échangeurs, apparemment, ils sont un peu en piteux état. Vous pouvez constater, par endroits, les barbelés qui sont carrément sous le bitume. Et en faisant pas attention, ça peut provoquer même des accidents. Donc ça, ce n'est pas bien du tout. Certains usagers de ces différents échangeurs souhaitent à ce que des mesures soient prises pour réhabiliter ces échangeurs. On a appris que ça commence à gâter. On voulait que la personne qui a fait ça n'a qu'à commencer à gérer. Voilà. C'est comme ça que nous voulons. Prendre l'argent pour faire, nous n'avons pas d'État. Je pense que l'État doit vraiment prendre ses précautions afin que voilà, ça ne cause pas de danger pour la circulation. Je propose que la municipalité essaie de suivre ça de près, essaie de voir qu'est-ce qu'il peut faire, peut-être un peu plus de vigilance, de suivi. Voilà, mettre peut-être en place une équipe qui peut essayer de suivre les échangeurs. Pourquoi ça se dégrade et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'avenir. Toutefois, tous saluent la construction de l'échangeur du Nord et espèrent vivement qu'une fois terminé, cet échangeur ne se dégradera pas d'aussi.
Dans quelques jours, Ouagadougou s'illuminera au goût des fêtes et à 5 jours de Noël, c'est la course contre la montre chez les tailleurs avec principale embûche le couvre-feu. Tous semblent s'activer pour être au rendez-vous de leurs clients. Doumadi Guel Rodrigue. En pleine activité dans son atelier de couture, Moussa Ebié et ses employés s'activent à satisfaire les nombreuses commandes de tenues reçues de la part des clients pour les fêtes de fin d'année. On essaie de s'organiser de sorte que les clients soient satisfaits. Donc on essaie de limiter un peu la prise. On ne prend plus assez. Compte tenu le temps, puisque l'emploi du temps est un peu petit, puisqu'on ne peut pas veiller la nuit. Donc on essaie de limiter un peu la prise des habits. Voilà. Bon, moi, j'essaie de travailler jusqu'à 21h, 22h, 23h, au plus tard, minuit. Bon, on essaie d'arrêter. Farida Soma, venue chercher sa tenue, n'est pas satisfaite du modèle, d'où son mécontentement. J'étais venue chercher mes habits chez le tailleur. Bon, en tout cas, il a terminé, mais bon, je ne suis pas assez satisfaite. Bon, il a cousu le modèle que je ne voulais pas. Bon, mais ça se comprend avec les fêtes, nous savons que c'est pas facile. Le tailleur, lui, se justifie. Les femmes, c'est toujours comme ça. Bon, elle est venue avec son modèle. Le modèle qu'elle m'a donné là, c'est le modèle que moi j'ai vu et j'ai fait. Le problème est que le pain de Al-Sabeba, c'est le modèle, on fait ça avec un pain et demi. Mais elle a envoyé un pain. Moi, j'ai fait ce que je pouvais faire. Elle a trouvé que les plissés n'étaient pas bien ordonnés. Suleiman Gandré, lui aussi de son côté, travaille pour être dans les délais. Souvent, les clients viennent, bon, on essaie de travailler comme on peut, on essaie de prendre les habits comme on peut, mais bon, il arrive à un moment aussi qu'on essaie de satisfaire les clients, c'est pas l'argent, c'est ça seulement. Mais le couvre-feu en vigueur est une des difficultés que les couturiers disent rencontrer pour être dans les temps. Avec le couvre-feu, vraiment, ça nous a handicapé un peu d'un côté. Bon. On devait veiller vraiment, mais on n'arrive pas à veiller. On est obligé de se lever tôt pour venir au travail. On va descendre tard. On ne peut pas descendre tard. Donc, à 22h comme ça, on descend. On rentre à la maison, on se repose bien et on se lève tôt, très tôt. Comme si on a veillé, quoi. Voilà. La fête de fin d'année, c'est pour très bientôt. Et les couturiers conscients de cela travaillent d'arrache-pied pour satisfaire leur clientèle. Parlons football à présent. Ils se sont affrontés dans un stade du 4 août désert. Mais à la sortie, aucune des équipes n'est sortie victorieuse. Retour sur le match USFA avec l'AS Bakaridjan du Mali qui a eu lieu dans le cadre du tournoi international amical entre clubs maliens et burkinabés avec Hassan Akro. Le tournoi international amical entre clubs maliens et burkinabés a débuté le samedi 19 décembre 2015 avec la rencontre opposant l'Union sportive des forces armées USFA du Burkina à l'AS Bakaridjan du Mali en rouge. Un match qui s'est disputé dans un stade du 4 août désert. À l'entame du match, les deux formations se sont montrées prudentes. Des passes mal agencées, des dribbles souvent inutiles, laissant transparaître l'image d'un football rudimentaire. Il a fallu attendre la 28e minute pour que les Burkinabés ouvrent le score par l'entremise de Tianilé Latif. Mis en confiance, les unionistes multiplient les offensives et finissent par doubler la marque à la 31e minute par Sim Ouattara. La formation malienne réduit la marque à la 39e minute grâce à une action collective conclue par Abdul Karim Sidibé. 2-1, c'est le score à la pause. À la reprise, l'USFA maladroit devant les buts du portier de l'AS Bakaridjan. Quant aux Maliens, ils ne crachent pas sur les occasions à l'image de ce but refusé pour position avancée. Mais la persévérance de l'attaquant virevoltant Abdul Karim Sidibé finit par payer à la 60e minute. C'est donc sur ce score de 2-2 que s'est achevé le match qui a opposé l'Union sportive des forces armées du Burkina à l'AS Bakaridjan du Mali. Pour l'entraîneur du club malien Moussa Keita, cette rencontre a permis à son équipe de rectifier ses erreurs vu que c'est la première sortie internationale. Aujourd'hui, c'est notre premier match international. Les gens, on a terminé une saison, c'est la nouvelle saison qui commence. Ces matchs-là, ça m'a beaucoup apporté sur le plan technique, tactique.
Quant à l'entraîneur de l'USFA, Xavier François Caboret, le contenu du jeu de son équipe est à revoir. Bon, il faut reconnaître que c'est un résultat nul, c'est bien, mais le contenu du jeu, pour le moment, moi, je ne suis pas satisfait parce que quand on regarde notre façon de jouer, pour le moment, c'est pas bien. Et il faut qu'on continue à travailler si on veut aller loin. Il faut noter que ce tournoi met en compétition 4 équipes maliennes et burkinabais et se poursuit dans les différents stades du Burkina jusqu'au 27 décembre 2015. Tour d'horizon à présent après l'annonce de la création d'un front citoyen 2016 en RDC pour barrer la route à Joseph Kabila. Henri Mova Skani, secrétaire général du parti au pouvoir, indique à ce propos que ces acteurs se préparent à l'insurrection alors que le président Kabila a convoqué un dialogue politique en vue d'un processus électoral apaisé. Notons à ce propos qu'une bonne partie de l'opposition rejette le dialogue politique et estime que le président Kabila tente une manœuvre pour rester au pouvoir au-delà de 2016. En rappel, la Constitution limite à 2 le nombre de mandats présidentiels et exclut de ce fait Kabila au pouvoir depuis 2001. Les autorités burundaises ont annoncé aujourd'hui qu'ils n'autoriseraient pas le déploiement sur leur sol d'une mission de l'Union africaine. Aussi, indique-t-elle que tout déploiement de force sera considéré comme une force d'invasion et d'occupation si l'Union africaine passait outre le refus de Bujumbura. En rappel, l'Union africaine avait avalisé vendredi la création d'une mission militaire forte de 5000 hommes afin d'enrayer le cycle de violence au Burundi. Les Français ont assisté en ce jour à une volte-face de Bernard Tapie. Ayant pris sa retraite il y a de cela 2 ans, l'homme d'affaires actuellement en plein déboire judiciaire a annoncé dans le journal du dimanche qu'il revient en politique 20 ans après l'avoir quitté. Sa sortie médiatique sonne comme un défi lancé aux magistrats qui l'ont condamné il y a seulement quelques jours à rembourser environ 400 millions d'euros reçus dans le cadre de l'affaire Adidas Crédit Lyonnais. Et c'est avec cette information que prend fin le journal du 20h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous suivent au Congo et partout ailleurs dans le monde grâce au satellite Eutelsat 16A, sachez que l'information continue sur www.burkinainfo.tv. Mbote.